prends soin de toi. C'est pas moi qui vais prendre soin de toi. Prends soin de toi toi-même. Il est le docteur le plus célèbre et le plus apprécié en France. Michel Simès est mon invité cette semaine. Il est essentiel de faire les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Si tu appuies sur les deux leviers, l'activité physique et les relations sociales, ton cerveau vieillira bien. Neuroplasticité, épigénétique, sommeil. Michel Simès nous partage dans cet épisode les clés pour booster sa santé physique et intellectuelle. Mais ça me fait rien. Moi, ça fait des années que je prends un café après dîner et ça m'a jamais rien fait. Ouais, mais ça fait des années que tu dors pas. Donc, essaye de commencer par là. Ce qui est chiant pour être centenaire, c'est qu'il faut se priver de tout ce qui donne envie d'être centenaire. Je compense mes excès, mais je fais mes excès. Parce que les excès, c'est parfois du plaisir. Et que je ne me prive jamais. Mais Michel s'ouvre aussi sur la propre bataille qu'il a dû mener contre son cancer et comment il a appris à apprivoiser son hypersensibilité. Et je sors de là avec un cancer du rein. J'étais effondré. Je pense à la mort. Je suis encore jeune et je vais pas voir grandir mes enfants. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'avoir eu ce cancer ? T'as une cicatrice dans le cerveau qui s'efface pas. Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter InPower, que vous avez déjà aimé un épisode, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir et un très beau cadeau de Noël. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Michel Simès. Bonjour Michel. Bonjour cher ami. Bienvenue sur InPower. Je suis très contente de te recevoir, à la fois parce que, comme je te le disais, tu es le premier médecin du corps, j'ai envie de dire, que je reçois sur InPower. Je crois que c'est ton premier podcast. C'est mon premier podcast, effectivement. Et donc je suis aussi très honorée de cela. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Justement parce que finalement, comme je t'ai dit, on parle pas mal de l'esprit, du cerveau, etc. sur ce podcast. Mais assez peu finalement de ce qui nous permet d'être en bonne santé physique aussi. Donc il y a énormément de mythes, je trouve, autour du sommeil, de la nutrition, du sport, que j'ai un peu envie de déconstruire avec toi. Mais avant tout ça, la première question que je pose à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors, je m'appelle Michel Simès, je suis médecin. Parfois, je dis je suis médecin de formation, mais non, je suis médecin encore aujourd'hui. J'ai exercé à l'hôpital jusqu'il y a 2 ans en tant qu'otorhinolaryngologiste, ORL. Mais même dans mes activités à côté, tout ce qui est médias, télé, radio, etc., je reste médecin. Et quand on est médecin, on le reste toute sa vie. On a un cerveau de médecin, des réactions de médecin. Et donc, la meilleure façon que j'ai de me présenter, c'est de dire Michel Simès, médecin. C'est quoi un cerveau de médecin ? Un cerveau de médecin, c'est un cerveau... Enfin, le mien, je peux parler du mien parce que je ne connais pas toujours ceux des autres. Un cerveau de médecin, c'est... moi, je sais que je suis dans une empathie permanente. Je crois que l'empathie est... la première des qualités qu'on doit avoir quand on est médecin. C'est-à-dire, en gros, réussir à se mettre dans la tête et la peau des patients pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent quand on leur annonce un diagnostic, même bénin. Et voilà, moi, je suis presque handicapé par mon empathie. C'est-à-dire que je suis trop sensible presque pour un médecin et donc mon cerveau de médecin c'est ça. C'est parce que évidemment même si j'ai arrêté de travailler à l'hôpital parce que je suis à la retraite, je continue à recevoir des coups de fil toute la journée de copains, de gens des médias ou autres qui me demandent des avis, un conseil, une adresse, un médecin, etc. Et donc je fais de la médecine toute la journée. Mais voilà je pense que ça résume mon cerveau, cette empathie qui est à la fois indispensable et parfois handicapante. Comment tu as fait pour lutter contre cette forme d'handicap finalement dans laquelle résulte ta sensibilité ? Parce que c'est sûr que tu ne peux pas finalement ressentir toute ta vie les émotions des patients, parce que sinon ça devient pour toi extrêmement difficile à vivre. C'est compliqué, c'est pour ça que je parle parfois de handicap. Il m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux en voyant un patient effondré parce que je lui annonçais un cancer. Et alors, je pense que le patient ressent cette empathie, ressent le fait que vous n'êtes pas qu'un technicien, que t'es pas là uniquement pour lui dire bon, vous avez un cancer, on va faire de la chimio, de la radio, de la chirurgie, voilà ce qu'on va faire. Je pense qu'un patient qui voit que son médecin est presque ému peut être touché. En même temps, quand on est médecin, il faut montrer
une certaine force. Parce que si je te le souhaite pas bien évidemment, mais si demain je t'annonce que tu as un cancer et que tu vois que je suis troublé et ému, tu vas peut-être te demander si tu vas pouvoir t'appuyer sur moi. Si finalement l'émotion que je ressens n'est pas une forme d'impuissance par rapport à ce que je vais essayer de faire pour te sauver la vie. Donc c'est parfois un peu problématique et ça m'a... Bon, en même temps je suis comme ça, mais ça m'a parfois handicapé face aux patients. Ça m'a souvent handicapé à la télé. Par exemple, quand je présentais le magazine de la santé avec Marina Carrère-Dancos, je ne sais pas pourquoi, je suis ultra sensible à la souffrance des enfants. Et quand on passait des reportages d'enfants malades ou d'enfants opérés ou d'enfants handicapés, je ne regardais pas le reportage parce que au retour plateau en direct, j'aurais été incapable de parler, j'aurais eu les larmes aux yeux, donc je ne regardais pas pendant le direct. Et je pensais à autre chose, je faisais autre chose, et puis quand on revenait en plateau... Donc c'est ce qu'on appelle une hypersensibilité ou HPO, ce que tu veux, les quotients émotionnels. Et est-ce que tu penses que ça se travaille ? Parce que ce qui est intéressant finalement dans ce podcast, c'est de tirer des enseignements de la vie des invités. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont aussi cette hypersensibilité, qui est une grande force, mais qui peut parfois être difficile, notamment dans une vie professionnelle. Donc est-ce que toi, consciemment, à un moment, tu t'es dit, il faut que je travaille dessus, il faut que j'arrive, finalement, j'ai envie de dire, soit à m'endurcir, soit à cacher cette sensibilité ? Alors moi, j'ai trouvé des stratégies pour éviter que ça se voit trop ou que ce soit trop handicapant. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. J'ai été, il y a 20 ans, je crois, j'ai été élu meilleur journaliste santé en France par un jury avec une remise de prix au Sénat, dans le cadre d'une grande remise de prix aux chercheurs, etc. Enfin, c'était un truc très, très prestigieux. Il se trouve que mon grand-père paternel a été arrêté par la police française dans ce qu'on a appelé la rafle des billets verts, c'était en 41, il était juif polonais, il était venu en France, et puis il avait été convoqué par la police française, sur ordre des Allemands bien évidemment, et il s'était rendu au gymnase Japy dans le 11e arrondissement de Paris en disant « c'est la police française qui me convoque, j'ai servi dans l'armée française, il n'y a pas de souci ». Il a été arrêté et déporté, et il est mort à Auschwitz. Ce pays qui avait causé la mort de mon grand-père, ce pays, en tout cas, j'avais été élu meilleur journaliste et je me retrouvais au Sénat, qui est quand même un lieu symbolique de ce qu'est la République française. Et on faisait un discours, tous les lauréats faisaient un discours. J'avais prévu un discours pour remercier les gens d'avoir voté pour moi. Et puis à la fin, je voulais dire, et puis je voudrais vous dire aussi que ce jour-là, ce que je fais aujourd'hui, ce que je reçois aujourd'hui au Sénat, me fait penser à mon grand-père qui a été arrêté par la France. J'ai jamais pu dire ça. Et ma stratégie finalement a été de me dire, ne le fais pas, n'y va pas. Parce que je n'aurais pas pu finir mon discours. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut se traiter si on est hypersensible ? Oui, si ça vous handicape et que vous êtes incapable de faire un discours alors que vous êtes chef d'entreprise, etc. Là, ça demande du coaching, ça demande tout ça. Mais moi, je pense que en dehors du handicap, c'est aussi un atout. Enfin, c'est de l'empathie, c'est de la sensibilité, c'est qu'on n'a pas un cœur de pierre et que être hypersensible. Moi, je m'en fous si je pleure au cinéma. Il m'arrive, je peux me mettre à pleurer devant une scène d'amour, quelle qu'elle soit, au cinéma. C'est pas très grave. Un garçon a le droit de pleurer aussi. Donc, oui, on peut se traiter si c'est vraiment handicapant. À ce moment-là, il faut aller voir un psy, voir avec lui d'où ça vient, essayer de retrouver l'origine de cette hypersensibilité. Mais sinon, pourquoi se cacher quand on est sensible ? Donc tu penses qu'il y a une origine à l'hypersensibilité ? Je pense qu'il y a une origine génétique, probablement. C'est-à-dire que je suis comme ça, ma mère était comme ça, mon frère est comme ça. Mais je pense que il peut y avoir des causes. Moi, je sais, par exemple, que cette sensibilité à la souffrance des enfants, elle est née le jour où j'ai été père pour la première fois. J'ai aucun problème, mes enfants n'ont aucun problème de santé, je touche du bois, mais
il n'y a pas de souci. Alors qu'avant, j'ai fait mon premier stage de médecine dans un service de neurochirurgie pédiatrique où on faisait des ponctions dans le cerveau des gamins, où des gamins souffraient de tumeurs cérébrales. C'était terrible et j'y étais pas insensible. Mais j'ai pas des souvenirs de souffrance psychologique de ma part. Et le jour où j'ai été papa pour la première fois, j'ai basculé dans une angoisse vis-à-vis de mes enfants, qui ensuite éclaboussait tout le reste, et une angoisse vis-à-vis des enfants en général. Et pourtant, je suis parrain de 3 associations pour les enfants. Donc, voilà. Et alors ça aussi, je vais te demander si tu as des conseils, parce que moi, je ne suis pas mère, mais c'est quelque chose qui me fait peur, le fait qu'à partir du moment où, en effet, on est finalement responsable d'un autre être humain, en fait, j'ai pas envie de passer chaque jour de ma vie angoissée. Tu passeras pas chaque jour de ta vie angoissée, mais tu passeras par là. Parce que, tu vois, j'ai un fils qui vient d'être papa et je m'amuse en le regardant faire ce que je faisais moi quand j'ai été papa pour la première fois. Parce qu'on t'as tout résumé en disant qu'on est responsable de la vie de quelqu'un d'autre, alors que jusqu'à maintenant, on n'était responsable que de la sienne. Je fais du 2 roues toute la journée. Je peux te dire que le jour où je suis devenu papa, j'avais les 2 mains sur les freins. Parce qu'on se rend compte que finalement, une autre vie que la sienne dépend de nous. Et tu seras un peu angoissé, puis ça passera. Et puis au 2e, tu prendras un peu de recul. Et puis au 3e, tu te diras, bon, ouais, c'est vrai qu'il a 37,5, c'est pas si grave. Mais c'est ça, hein, et on est... mais c'est humain, c'est-à-dire que tu as un bébé pour la première fois, qui plus est en tant que maman, c'est ta chair, et là tu seras angoissé, tu dormiras pas parce qu'il s'est retourné, parce qu'il a fait un pet de travers, et puis après ça se calmera. T'inquiète pas, c'est le côté angoissant va passer après le bonheur d'avoir un enfant. Donc tu as cette hypersensibilité. J'ai vu aussi, et j'étais curieuse de savoir, parce que je crois qu'on te l'a diagnostiqué tard, tu es aussi atteint de TDAH, donc une forme de trouble de l'attention. J'ai tout, moi. Mais alors c'est ce que j'allais dire, c'est comment tu vis ce mix finalement neuro-psychologique. Ah bah écoute... Je le vis très bien parce que on me l'a diagnostiqué il y a 3-4 ans. Donc, tu vois, j'ai 66 ans. J'avais, pour vous dire, un peu plus de 60 ans quand on me l'a diagnostiqué. Je le vis très bien parce que finalement, je crois avoir réussi ma vie, aussi bien ma vie affective que ma vie privée, que ma vie professionnelle, et que j'ai dû trouver des stratégies tout seul, sans savoir ce que j'avais. Je sais que mes études ont été très difficiles parce que quand tu es TDAH, c'est-à-dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, tu as du mal à te concentrer, donc ça te demande beaucoup d'efforts pour faire, surtout les études de médecine qui, tu sais, sont difficiles. Et voilà, j'ai développé des stratégies qui ont fait que j'ai pas eu besoin de tous les médicaments qu'on peut donner aujourd'hui aux enfants qui ont des TDAH. Est-ce que tu peux nous partager ces stratégies ? Ces stratégies, c'est encore une fois très spontanément. Par exemple, TDAH, on a une concentration, enfin on va pas généraliser, chacun le vit différemment, mais moi par exemple, mes équipes, elles savent aujourd'hui que c'est pas la peine de me faire des réunions d'1 heure parce qu'au bout de 20 minutes, je suis plus là. Voilà. Donc, et je crois qu'en 20 minutes, on peut faire l'essentiel. On n'a pas besoin de faire 1 heure de réunion. Et donc, j'ai parfois l'esprit qui se barre. Pendant une réunion, je suis capable de parler. Alors là, je suis très concentré, mais je suis capable de parler à quelqu'un en tête à tête. Et pendant qu'il est en train de me parler, je suis parti. À la télé, par exemple, ça m'arrive très souvent. C'est-à-dire que j'étais avec Marina, on interviewe quelqu'un, j'ai l'esprit qui se barre, et pourtant j'ai une partie de mon cerveau qui est en train d'entendre ce que dit la personne. Donc je ne m'inquiète pas, parce que je reviens très vite. Ça dure quelques secondes. Mais je reviens, c'est comme si je prenais à 2 mains la partie de mon cerveau qui s'est barrée, que je la ramenais vers moi et que je me reconcentrais, mais je suis capable. C'est un truc de fou parce que parfois, alors quand tu as quelqu'un qui fait un monologue, ça va parce que tu te barres, tu reviens, il est toujours en train de parler. Mais il m'est arrivé, et ça me fascinait un peu quand même, d'avoir quelqu'un qui me parle, d'avoir l'esprit qui se barre, et cette personne s'arrête ou me pose une question. Et alors que j'avais l'esprit ailleurs, eh ben je réponds. Je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais je pense que j'ai des parties du cerveau qui se connectent, machin. Mais sinon, quand j'étais étudiant,
D'abord, j'ai eu une scolarité à l'école qui était... j'ai serré les fesses à chaque fois que je passais de classe. Et puis en médecine, il fallait que je revoie tout juste avant les examens. C'est-à-dire que j'ai une mémoire très courte, c'est ce qu'on appelle une mémoire de travail. C'est la mémoire qui est assez brève. Et je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai compris après, une fois qu'on m'a diagnostiqué. Il fallait que je revoie tout juste avant. Aujourd'hui, quand je fais une fiction, par exemple, je tourne dans des fictions, des téléfilms, j'ai beaucoup de mal à mémoriser mes répliques. Donc, stratégie aussi, et ça, je conseille ça aux gens qui ont des problèmes de mémoire ou qui sont TDAH. Je fais des petits dessins à côté de mes répliques. Et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais aussi en surlignant de couleurs différentes quand je préparais mes examens de médecine. Pourquoi ? J'ai une phrase, je vais te prendre un exemple. J'avais un cépage qui s'appelait colombage ou un truc comme ça à dire dans une phrase. J'ai jamais entendu parler de ce cépage pour le vin. J'arrivais pas à me le foutre en tête, j'avais un texte très long. J'ai dessiné une petite colombe juste à côté de mon texte. Ça m'a permis de quoi ? De mobiliser ma créativité, parce que je me suis dit comment je vais illustrer ce mot. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, le plus simple, colombage, machin, ou je ne sais plus comment s'appelle le cépage, mais je vais dessiner une petite colombe. Je suis allé chercher sur Internet comment dessiner, schématiser une colombe. Ça m'a demandé un effort intellectuel pour aller chercher le dessin. J'ai recopié le dessin. Donc, j'ai eu un acte moteur. J'ai dessiné. Et tout ça fait que ça s'est ancré dans ma tête parce que j'avais mobilisé plusieurs parties de mon cerveau pour un même mot. Et je peux te dire que j'ai tourné ça il y a 5 ans et que je me souviens encore du cépage. Donc, la stratégie, c'est ça. Quand vous n'arrivez pas à mémoriser, que vous êtes TDAH, vous n'arrivez même pas à vous concentrer, faites un petit dessin juste à côté pour représenter ce que vous êtes en train de dire. Ouais, et puis en fait, de ce que je comprends, en fait, c'est se réapproprier ce qu'on a à apprendre. Pour justement qu'on le comprenne avec notre propre oui, vision, et c'est tout le problème des façon. études. Ouais. Le problème des études, c'est que souvent, tu apprends des trucs que tu comprends pas ou dont tu n'as rien à foutre. Quoi. Enfin, moi, quand j'ai fait médecine pour soigner des gens, pas pour apprendre les intégrales en maths. Bon, donc c'est un truc, il n'y a rien de plus abstrait que les intégrales pour quelqu'un qui veut soigner du monde. Donc voilà, après, j'avais du mal à intégrer ce qui n'allait pas me servir, ce qui n'était pas pragmatique, ce qui n'était pas concret et qui n'allait pas me servir dans la vie. Tout ce qui est très abstrait, j'ai beaucoup de mal, par exemple. Mais ce TDAH, qui est considéré comme un handicap par beaucoup de monde, c'est pas un handicap, c'est une particularité cérébrale. Il faut bien que les gens comprennent ça. Si vous êtes TDAH, vous avez l'impression que vous l'êtes, allez passer des tests si ça vous dit. Mais alors si vous passez des tests, préparez-vous à ce que ça va engendrer après. Parce que moi, par exemple, j'en ai parlé dans le bouquin, mais je fais très attention quand j'en parle. On m'a dit que j'étais HP, c'est-à-dire haut potentiel dans tout ce qui est oral. Voilà. Compréhension verbale et expression orale. Ça m'a pas bouleversé, ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a expliqué pourquoi je fais ce boulot. Pourquoi je suis bien quand je fais de la télé ou de la radio, pourquoi j'arrive à m'exprimer, pourquoi je comprends assez vite les choses. Voilà. Mais si vous allez passer les tests et qu'on vous dit vous n'êtes pas HP, je dis souvent, j'ai fait quelques conférences là-dessus, en disant aux gens, si vous vous posez des questions sur le TDAH, si vous vous posez des questions sur HP, n'en parlez à personne. Allez faire vos tests, parce que si vous commencez à dire aux gens, ah ouais, et je pense que je suis HP, hein, et ouais, je pense que je suis au potentiel, moi je suis un précoce, surdoué, etc. Et qu'on vous dit, ah bah non, vous êtes tout à fait dans la norme, vous allez passer pour un con, donc n'en parlez pas, et après, n'en parlez pas non plus, parce qu'on va vous dire, toi HP, et tu rigoles quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on risque. Pourquoi toi, à 60 ans, tu décides de faire ces tests ? Parce que j'ai un pote neuropsy qui est spécialisé là-dedans et qui un jour m'appelle, il y a quelques années de ça, il me dit ah Michel, j'ai écrit un bouquin sur les TDAH adultes, pour voir un peu comment ils ont vécu le truc, est-ce que tu accepterais de témoigner ? Et je dis, mais de quoi tu me parles là ? T'es fou quoi ? Et là, il éclate de rire au téléphone, il me dit, tu te fous de ma gueule, là, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, mais évidemment évidemment. Et après, j'ai fait des émissions avec Adrien Carambeu où on passait des tests pour le cerveau, etc. Et la nana qui m'a fait passer des tests, elle m'a dit, bon, si vous voulez en savoir plus, ça serait bien que vous veniez passer les tests. J'ai fini par les passer. Ok. Voilà.
Mais je cherchais pas. Mais en même temps, c'est bien parce que c'est rassurant. Hein. Oui, en fait, ça permet. Je trouve parfois les étiquettes sont réductrices, parfois elles sont libératrices. C'est de se dire, ok, finalement, je suis pas. J'ai pas un problème, c'est une pathologie entre guillemets qui existe. Et comme tu dis, c'est même pas une pathologie, c'est une particularité cérébrale qui finalement me permet de comprendre mieux comment je fonctionne et donc ensuite d'adapter mon comportement en fonction. Quoi. Exactement. Et ça m'a permis de mieux me connaître, de comprendre mes échecs, de comprendre mes succès aussi, de comprendre mon hypersensibilité, parce que les TDAH sont souvent hypersensibles aussi. Voilà, ça m'a juste ouvert un peu les yeux sur mon passé, sur les raisons pour lesquelles j'avais fait ci, ça. Et tu montres bien que c'est pas un frein. C'est vrai que moi, j'ai été surprise, quand j'avais une petite recherche, de voir que tu avais passé 2 fois le bac. Ouais. T'as raté la première fois ton bac. Ouais. Et c'est vrai que quand on pense aux médecins, on se dit c'est forcément des personnes qui ont eu un parcours scolaire facile, qui ont des facilités, etc. Donc toi, tu prouves que. Et c'est pour ça, tu sais, et c'est pour ça, tu sais que dans mon livre, le livre que j'ai écrit aussi, Rien n'est impossible, j'ai un chapitre consacré où je parle de ça pour dire aux gamins qui ratent leur bac aujourd'hui que c'est pas la fin du monde et qu'on peut rater son bac parce qu'on n'a pas assez bossé, ça c'est la plupart du temps la vraie raison, qu'on peut rater son bac comme moi sur une injustice, mais couplé au fait que j'avais pas assez bossé. C'est quoi l'injustice dont tu parles ? Parce que j'ai été sabré à l'oral en histoire par une prof. Je pense aujourd'hui, avec un peu de recul, que c'était probablement une prof communiste à laquelle j'avais parlé de la dictature du prolétariat, probablement en des termes, parce que c'était la question sur le wagon plombé de Lénine, en des termes qui ont dû la choquer. Elle a mal, alors que j'ai rien de, je suis pas anticommuniste, enfin j'avais pas de. À 18 ans, mon boulot, je récitais le truc. Alors, est-ce que je lui ai mis ça avec une intonation qui l'a choqué ? Elle m'a mis 6/20, qui était la note éliminatoire, alors que je connaissais par cœur cette question et que je méritais 16. Donc. Tu le vis comment ? Alors, parce qu'à cet âge-là, c'est un peu notre monde, finalement, quand même, aussi. À cet âge-là, au moment où je rate mon bac, je le vis comme un énorme traumatisme pour plusieurs raisons. Et la principale raison, c'est que mes parents, qui ont vécu la Shoah et qui n'ont pas pu faire d'études, m'attendaient à la maison avec une bouteille de champagne pour fêter mon bac. Et que je n'avais pas été capable de leur apporter ce plaisir et ce bonheur. Et j'étais effondré. Et en même temps, je pense que celle que j'appelle aujourd'hui cette salope est à l'origine de tout ce que j'ai réussi à faire après. Parce que je pense que ça a été un élément fondateur, un moment fondateur de ma haine de l'échec et surtout de cette envie énorme de dire ok, tu m'as pas donné mon bac, c'est une injustice, tu le sauras pas parce que tu me connais pas, mais je vais te prouver que je vais y réussir dans la vie. Et je pense que voilà, ça a été, et d'ailleurs j'ai réussi ma médecine du premier coup, ma première année du premier coup. Ça m'a réveillé, ça m'a boosté d'une façon incroyable, j'ai dit ok, c'est une belle leçon pour moi, mais maintenant on va voir ce qu'on va voir. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que très certainement dans cette volonté de donner le meilleur de toi-même, tu partages qu'étant étudiant, t'as pris alors ce qu'on appelle maintenant des amphétamines. À l'époque, j'imagine qu'on ne savait pas trop ce que c'était, mais qui étaient finalement des moyens de booster sa performance. J'en parle parce qu'aujourd'hui, on voit que ça arrive ou que ça revient beaucoup sur le devant de la scène, notamment dans certains pays asiatiques où il y a une compétition énorme pour réussir, surtout dans les parcours académiques. Donc ma question, c'est 1, qu'est-ce que tu te dis à l'époque ? Et 2, comment peut-on faire aujourd'hui pour ne pas avoir recours à ces médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires, mais quand même réussir à peut-être maximiser sa performance ? Quand j'étais en première, ce que j'ai pris, c'est en première année de médecine. Première année de médecine, c'est un concours. Il y a 10% de reçus. Il y avait 1100 candidats, 610 reçus. On est dans une compétition malsaine, mais dans laquelle tu peux pas faire un pas de côté.
Et tu peux pas te permettre. C'était la prison pendant toute l'année universitaire pour passer son concours. Il fallait être dedans du matin au soir. Et dès que tu allais au cinéma, tu te disais putain, il y a des mecs qui sont pas au cinéma qui sont en train de bosser. Et qu'il fallait pour préparer l'internat. Après, c'était aussi en préparant l'internat, mais tu étais obligé de rester éveillé et concentré. Et donc, avec des potes, on a pris. Alors, ça s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des. Je crois que c'était des amphétamines-like, c'est-à-dire des équivalents des amphétamines qui nous permettaient de rester éveillés et d'avoir le cerveau boosté, surtout pour le TDAH que j'étais sans le savoir. Et on se prenait café sur café pour tenir jusqu'à 2-3 heures du matin en travaillant. Alors évidemment, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. J'étais en première de médecine, moi, les amphétamines, je n'avais jamais entendu parler. On me disait, prends ça, ça va te faire du bien. En plus, c'était pratiquement... c'était amphétamine-like, et je crois que c'était pratiquement... je ne sais même pas si c'était sur ordonnance et tout. Donc, après, aujourd'hui, pour répondre à ta question, pour tenir le coup... ça reste, les concours d'entrée, grandes écoles, tout ça reste des compétitions, donc ça demande de toute façon un effort considérable et un travail considérable. Après, plutôt que de prendre 3 litres de café par jour, des amphètes, de la coke, tout ce que tu veux, je pense qu'il vaut mieux avoir une vie saine, c'est-à-dire se coucher à une heure précise, avoir une alimentation saine et faire du sport. Le sport est le meilleur moyen d'oxygéner son cerveau. Et quand tu oxygènes ton cerveau, tu oxygènes les neurones qui vont te servir à travailler. Donc, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Je sais très bien qu'il y a des étudiants qui se shootent, il y a des étudiants qui prennent de la coke, il y a des étudiants qui prennent des trucs pour rester éveillés et compétitifs. Je pense que c'est une erreur parce qu'on devient addict et parce qu'à un moment, on ne pourra plus... les mecs qui prennent de la coke aujourd'hui se prennent pour des champions du monde parce qu'ils ont le cerveau qui utilise 3 fois plus de neurones que la normale. Mais ça veut dire que la prochaine fois, il faudra en reprendre et il faudra encore en reprendre. Donc, il vaut mieux avoir dès le départ une bonne hygiène de vie et puis travailler, mais s'oxygéner le cerveau en faisant du sport. C'est la question que j'allais te poser quand tu nous dis que les amphétamines, ça booste le cerveau. En fait, c'est comprendre le mécanisme derrière. Alors, de ce que tu viens de dire par rapport à la cocaïne, ça veut dire que ça multiplie les neurones que notre cerveau utilise. Non, ça multiplie. En fait, ça entraîne la libération de... Tu sais, dans le cerveau, on a des neuromédiateurs qui sont des substances qui vont faire passer l'information d'un neurone à l'autre. Des noms dont tu as peut-être entendu parler, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, voilà. Et que ce soit les amphètes ou d'autres produits, tout ça va stimuler la production. Sans les neurotransmetteurs, l'info ne se transmet pas entre les neurones. C'est entre 2 neurones, il faut forcément qu'il y ait une petite substance qui aille sur le neurone suivant pour passer l'info. Et tout va plus vite. Quand tu te shootes avec des médicaments qui sont des médicaments pour booster le cerveau, les sécrétions sont multipliées, la transmission de l'influx nerveux va beaucoup plus vite, on mobilise des aires du cerveau qui ne sont pas mobilisées d'habitude. Donc voilà, tout ça fait que c'est comme quand tu pousses une bagnole dans les tours. Oui, tu la pousses, elle va peut-être plus vite, elle fait plus de bruit, mais il y a un moment, elle va payer. Et est-ce qu'il y a un moyen naturel finalement d'accélérer ce processus neuronal au-delà du sport qui oxygène le cerveau? Le processus naturel, c'est l'oxygénation. En fait, c'est quoi le carburant du cerveau? Il y a du sucre, mais il y a aussi l'oxygène. Plus on va mobiliser les vaisseaux et plus on va développer les vaisseaux qui vont irriguer les parties du cerveau, et plus le sang sera apporté, plus l'oxygène, le carburant sera développé. Par exemple, et plus on va en plus probablement stimuler ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire et la neuroplasticité. En fait, on a des zones dans le cerveau qui sont dédiées à la marche, au bras droit, aux yeux, à la vision, à l'audition, etc. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est aveugle. Il ne voit pas. Donc la zone du cerveau qui se trouve derrière, occipitale, ne travaille pas puisqu'il ne reçoit pas d'informations. Ils vont travailler le braille. Le braille nécessite notamment, surtout, la pulpe de l'index. À force de travailler le braille
pour lire, eh bien, la zone du cerveau correspondant à la pulpe de l'index va être hypertrophiée. Elle va être beaucoup, beaucoup plus grosse que la tienne parce que c'est la zone qui est très importante pour eux. Quand on travaille pour des examens, etc., il faut qu'on puisse développer les neurones correspondant au travail qu'on va faire. Si pour mémoriser quelque chose, ce sont des circuits qui vont se mettre. Les neurones eux-mêmes, on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, s'ils ne sont pas connectés les uns aux autres, ils ne servent à rien. Donc, ce qui est important plus que les neurones, c'est les milliers de connexions que chaque neurone va faire avec les autres. Et la stimulation cérébrale, c'est ça. Plus on travaille, plus on lit, plus on bosse, plus on a des connexions entre les neurones qui vont augmenter les performances. Mais ces neurones, ils doivent aussi recevoir du carburant. Et ce carburant est apporté par l'oxygène. Et l'oxygène, il est où ? Il circule dans le sang qui est apporté par les vaisseaux. Plus on stimule la formation de vaisseaux ou la formation de neurones, et plus on sera efficace. Quel est le meilleur moyen pour les personnes âgées de ne pas perdre finalement cette réactivité neuronale ? Et toi, comme tu le disais, tu as rendu la blouse il y a 2 ans. Est-ce que tu as déjà en tête des stratégies que tu vas mettre en place pour réussir finalement à garder cette lucidité, cette performance ? Il y a deux leviers. Le premier, activité physique. Aujourd'hui, et là je te parle en tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024, aujourd'hui, toutes les données scientifiques montrent que l'activité physique, quel que soit l'âge, permet non seulement d'augmenter son espérance de vie en bonne santé, ce qui est important, mais surtout permet de conserver sa lucidité et de conserver un cerveau efficace. Si on ne doit parler que du cerveau, parce que ça joue sur tout le reste de l'organisme. On a prouvé par des études que les personnes qui font de l'activité physique vieillissent cérébralement parlant, cognitivement parlant, beaucoup mieux que les personnes sédentaires ou inactives. Pour une raison simple que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire que ça stimule l'oxygénation du cerveau et ça stimule les connexions entre les neurones. C'est essentiel. Et là, si des gens nous écoutent qui n'ont jamais bougé, qui sont sédentaires, c'est-à-dire qui restent très souvent assis ou qui ne font pas d'activité physique, il faut leur dire qu'il est essentiel de faire les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ceux qui font du sport, il faut qu'ils le fassent régulièrement. La deuxième chose, quand on vieillit, c'est les relations sociales. Là aussi, et ça a été prouvé scientifiquement, les personnes seules déclinent beaucoup plus vite sur le plan cognitif, intellectuel et sur le plan cérébral que les personnes qui ont des relations et des interactions sociales. C'est essentiel. Il faut s'inscrire dans des clubs, il faut participer à des marches nordiques, ce que vous voulez, mais avec d'autres personnes. Il faut parler, il faut communiquer. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules et qui se retrouvent sans interaction à part le pain qu'elles vont acheter. Et ça, c'est impératif. Si tu appuies sur les 2 leviers, l'activité physique et les relations sociales, ton cerveau vieillira bien. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place ? Moi, je vieillis bien. Je te remercie, Louise. Ouais. Non, mais tu vois, c'est un truc où moi, l'âge, je le dis parce qu'en plus, tu vois, j'ai fait un sondage sur Instagram hier. Je demandais à ma communauté leur âge, bref. Et tu vois, j'ai mis plus de 35 ans. Et donc, j'ai eu plein de messages. Ah bah, Simer, j'appartiens à la catégorie, tu vois, genre des vieux et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi l'âge est à ce point-là pris comme une forme, enfin presque de reproche ou d'insulte. Pour moi, c'est une énorme chance de vieillir. Pour moi, on devrait être fiers. Qu'est-ce que j'aimerais avoir 30 ans aujourd'hui avec l'expérience que j'ai à 66 ? Ouais, c'est, et si malheureusement, tu veux, impossible. Et malheureusement, c'est pas possible. Mais c'est vrai que l'âge est une chance. Vieillir, c'est une chance à condition de vieillir en bonne santé. Ouais. Parce que malheureusement, tu sais, pendant longtemps, on gagnait en moyenne 1 mois d'espérance de vie tous les trimestres. Tu te rends compte, c'est énorme. Alors malheureusement, c'est pas pour nous, mais c'est pour les enfants qui naissent aujourd'hui. Et pendant très longtemps, il y avait les 2 courbes, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé étaient parallèles. C'est-à-dire que toutes les années qu'on gagnait étaient des années en bonne santé. C'était génial. Elles se sont croisées. Ça veut dire que tu gagnes des années d'espérance de vie, grâce à la médecine notamment, mais que malheureusement, tu les gagnes pas en bonne santé et que les années que tu gagnes, elles sont souvent marquées par des maladies. Aujourd'hui, il est
impératif que la vieillesse nous permette de retrouver ce parallélisme entre les deux et qu'on gagne des années d'espérance de vie en bonne santé. Et pour ça, il faut faire des efforts. Ça ne vient pas tout seul. La médecine nous aide, évidemment. Elle diagnostique plus tôt, on dépiste. D'ailleurs, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous écoutent en leur disant qu'on a la chance d'avoir des dépistages en France aujourd'hui, que ce serait bien qu'on ait un peu plus de 30 ou 40% des gens qui y aillent, parce que ça, c'est une catastrophe. Et puis, il faut se bouger. On ne peut pas tout demander à la médecine. C'est un peu le problème aujourd'hui dans notre pays. On est un pays riche, on a une des médecines les plus réputées au monde, et encore aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de la médecine en se disant « c'est pas grave, je vis n'importe comment, la médecine me sauvera ». Non, il faut Et d'ailleurs, il y a une prise de conscience depuis le Covid. Le Covid a été une aubaine pour nous parce que les gens se sont dit « mais peut-être que je commence à prendre soin de moi ». Pourquoi ? Parce qu'on a vu que ce qu'on a appelé les comorbidités, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, la surcharge pondérale, l'obésité, faisaient le lit des cas graves de Covid. Donc les gens ils se sont dit ah ouais, mais attends, je vais essayer de perdre un peu de poids, je vais essayer de traiter mon hypertension, de faire un peu d'activité physique, de faire du sport. Il y a une prise de conscience qu'il faut d'abord se prendre en charge soi-même. La fameuse phrase de tous les SMS qu'on envoyait « prends soin de toi », prends soin de toi. C'est pas moi qui vais prendre soin de toi. Prends soin de toi toi-même. Commence par faire attention à ta vie, à ton hygiène de vie. Fais ce qu'il faut pour être en forme. La médecine viendra t'aider après. S'il y a un problème, la médecine, les médecins, on est là pour ça. Mais prends soin de toi. Toi-même. Et c'est ça qui fait que, en vieillissant, il faut prendre soin de soi pour bien vieillir. Comment t'expliques que ces courbes se soient croisées ? C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un peu contre-intuitif au vu des progrès que la médecine a accomplis. Quand tu regardes les maladies qui étaient encore présentes au début du XXe siècle, c'était des maladies, tu vois, qui florissaient, qu'aujourd'hui on a quand même réussi à prévenir par des vaccins ou autres. On entend beaucoup de différentes opinions à ce sujet. C'est le stress, c'est le mal du siècle, c'est le surpoids, c'est le manque de sommeil. Comment toi tu l'expliques et quels seraient les moyens de justement revenir à ce parallélisme ? Parce qu'on a pris conscience de tout ça assez récemment. Aujourd'hui, l'augmentation de l'espérance, on vit de plus en plus vieux. L'augmentation de l'espérance de vie fait qu'on vit de plus en plus vieux et forcément, plus tu vieillis, plus tu vas augmenter le risque d'avoir des maladies. C'est statistique, le corps vieillit, les cellules vieillissent, le cerveau vieillit, tu as plus de risque de te faire une fracture du col du fémur à 80 ans qu'à 20 ans, et c'est comme ça. Donc le nombre de soucis de santé augmente. Qui dit soucis de santé dit forcément que par moment, on va mourir de ces problèmes de santé. Ça touche une génération qui ne faisait pas attention. Les gens qui ont 80 ans aujourd'hui ou 85 ans aujourd'hui sont des gens qui... toute leur vie, on leur a dit, faites un peu de sport, c'est bon, ça vous évitera de prendre du poids, mais on leur a pas tenu des discours de prévention. Il n'y avait pas les vaccins qu'il y a aujourd'hui. Donc tous ces gens-là, aujourd'hui, pâtissent de tout ce qui s'est passé pendant les décennies précédentes. Et cette espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle n'augmentait pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, et je pense qu'on va récupérer ce parallélisme des deux courbes, mais parce que aujourd'hui, ta génération, la génération de mes enfants, savent très bien, parce qu'on n'arrête pas de leur rabâcher, ce qu'il faut faire pour être en forme, pour avoir une bonne santé, pour ne pas tomber malade. Donc maintenant que les discours sont reçus, on espère que dans les années qui viennent, ça va permettre d'aller mieux. Et qu'est-ce que tu penses de la tendance inverse, celle du biohacking, qui est la course finalement à l'immortalité, qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur, notamment aux États-Unis. Est-ce que pour toi, c'est souhaitable de tout mettre en œuvre pour optimiser sa santé, pour espérer vieillir le plus tard possible dans la meilleure des santé possibles ? Woody Allen disait, ce qui est chiant pour être centenaire, c'est qu'il faut se priver de tout ce qui donne envie d'être centenaire. Il y a deux façons de voir ça. Ou tu te dis, je vais tout mettre en place pour pas être immortel parce que l'immortalité n'existe pas, mais pour vivre très très longtemps en bonne santé et tout, et je vais me faire chier toute ma vie. Ouais. Voilà.
toute ma vie, je vais me priver de sucre, je vais me priver de gras, je vais manger vegan, je vais me priver de tout ce qui te fait plaisir. Voilà. Alors tu peux, il y a un type qui fait ça aux États-Unis, j'ai écouté un podcast de lui. Bonjour la vie quoi. Ouais. On a fait un reportage sur lui. Okay. Mais j'ai dit, le type il fait je sais pas combien d'heures de sport par jour, il mange des graines. Il prend 300 suppléments par jour. Il passe son temps à prendre des gélules, des compléments alimentaires. Enfin, il y a un moment, tu te dis, à part le plaisir qu'il a de se faire connaître comme étant probablement l'un des mecs les plus tarés du monde, il est très célèbre. Il a beaucoup d'argent, donc j'espère pour lui qu'il en profite un petit peu, mais quand tu le regardes, tu te dis, alors c'est vrai qu'il a, je sais pas quel âge il a, mais il a une cinquantaine d'années, il a un visage juvénile. Il ressemble un peu à un vampire des temps modernes. Bon, voilà. Alors, il va vivre peut-être et sûrement plus longtemps que moi. Est-ce qu'il aura pris du plaisir dans sa vie? Non. Puis l'autre façon de vivre. D'essayer de vivre plus longtemps, on en a parlé, c'est tout ce que tu peux faire comme petits moments dans la vie, des petits changements d'hygiène, d'habitude de vie. C'est pas des bouleversements, mais en privilégiant la notion de plaisir, c'est essentiel. Et tu sais, on parle beaucoup de révolution médicale à propos de plein de choses. Il y en a une qui arrive et qui va vraiment tout révolutionner, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, on va simplifier, on va dire que sur 100% de nos gènes, il y a 30% des gènes qui font ce que t'es. Voilà, la couleur de tes yeux, ta taille, tes cheveux, enfin bref, tout. Et il y a 70% des gènes sur lesquels tu peux intervenir. Les 30% précédents, tu peux pas. Tu vas pas pouvoir changer en changeant tes habitudes de vie, tu vas pas changer la couleur de tes yeux. Les 70% de gènes qui te restent, là, tu vas peut-être pouvoir agir. Tu vas les mettre sur on ou tu vas les mettre sur off en fonction de ce que tu vas faire dans la vie. Et ça, c'est essentiel. Et cette notion d'épigénétique, elle est fondamentale pour expliquer pourquoi des petits changements de vie dans tes habitudes de vie, dans ton hygiène de vie, vont te permettre de mettre les bons gènes sur on et les mauvais sur off. Et en plus, on a prouvé il n'y a pas longtemps que c'était transmissible. Ça veut dire que si demain, par exemple, on va prendre un exemple, tu fais du sport, de l'activité physique, tu te bouges. Ton gène, c'est plus compliqué que ça, mais on va prendre un gène qui fait que tu tires des bénéfices de ce sport pour ta santé. Il se met sur on. Avant, il était sur off, tu ne bougeais pas. Là, tu bouges, il se met sur on. Donc, tu vas tirer les bénéfices pour tout ton organisme de ce que tu fais comme activité physique. Si tu fais un enfant demain, tu vas lui transmettre le gène sur on. Oui, ça change vraiment mon ADN. Donc, voilà. Donc, le gamin, il va naître avec un gène qui va lui apporter les bénéfices de l'activité physique. Alors c'est sûr que s'il ne se bouge pas toute sa vie, il se remettra sur off. Mais il va commencer plus tôt que toi à tirer des bénéfices de ce gène sur on. Donc, ce qui est valable pour l'activité physique ou le sport, il est valable pour tout. Et on a 70% de nos gènes qui demandent qu'à être sur on quand ils sont bons et qui demandent qu'à être sur off quand ils sont mauvais. Si tu as un gène de prédisposition, là aussi, pardon, pour mes confrères généticiens, et je simplifie, mais admettons que tu aies le gène de prédisposition au cancer du poumon. Si tu fumes, le gène va se mettre sur on, il va te donner un cancer du poumon, ou il risque de te donner un cancer. Si tu fumes pas, il reste sur off, tu n'auras pas de cancer du poumon. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen, je trouve que ce serait quand même une grande chance à la naissance d'avoir une forme de reporting des gènes qui sont ou non activés parce que du coup tu vois je mangerais plus ou moins de sucre si j'avais la disposition au diabète, etc. Est-ce que ce serait bien d'avoir une carte d'identité génétique de tous tes gènes de prédisposition? Sur certaines maladies, oui. Par exemple, on te dit vous avez un gène de prédisposition, attention. Alors, on sait par exemple. Regarde, on va parler de l'alcoolodépendance. On sait très bien qu'il y a de la génétique là-dedans. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui est alcoolodépendante dans tes ascendants, il y a des risques pour que tu aies attrapé, entre guillemets, ce gène de la sensibilité à l'alcoolodépendance. Donc, il faut être très vigilant parce que tu peux boire de façon mondaine, mais si tu bois trop, tu risques de basculer dans l'alcoolodépendance parce qu'il y a des gènes. Ça, c'est important. Il y a des gènes, on a des gènes de certaines maladies, la chorioïde Huntington, qui est une maladie terrible, qui est une maladie neurologique. Si tu as les gènes de la chorioïde Huntington, tu as 100% de risque de faire la maladie. Donc ça, c'est important pour un certain nombre de choses. En même temps, le danger, ce serait qu'on te fasse ta carte d'identité génétique en te disant
les centaines ou les milliers de choses qu'il va falloir éviter dans ta vie, mais tu vis plus. Ouais. Voilà. Il y a des choses après, mais je pense qu'un jour, il y a un célèbre médecin qui est un peu un visionnaire qui disait qu'on aura un jour notre génome sur une clé USB, et c'est pas impossible pour 150 €. Est-ce que toi, depuis que tu as cette connaissance de l'épigénétique, tu as consciemment essayé de passer des gènes qui étaient sur off sur on? Alors, j'ai consciemment, mais parce que c'est même pas à cause de l'épigénétique. Je crois que le fait d'être médecin, le fait d'avoir une famille très sportive fait que j'en ai toujours fait. En revanche, sans penser épigénétique, mais en vieillissant, je fais plus attention à ce que je mange. Je suis un gros bouffeur et un gros viandard. Et ben, aujourd'hui, je me dis, alors que tout va bien, j'ai pas de problème de santé, je vais peut-être quand même faire un peu plus attention à manger plus de légumes, à cuisiner plus vapeur, à faire un petit peu attention parce qu'en vieillissant, on prend du poids qu'on a plus de mal à perdre. Donc aujourd'hui, je fais attention à tout ça. Je pense pas épigénétique tout le temps, mais je pense que tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, dans mon hygiène de vie, fait que à 66 ans, j'arrive encore à faire du sport, j'arrive encore à jouer au foot avec mon gamin, et que j'ai le cerveau qui marche encore pas mal. Là, en effet, tu le dis, tu es en très bonne santé, on te le souhaite de rester aussi longtemps que possible. Je crois qu'il y a quelques années, on t'a diagnostiqué un cancer. Ouais. T'en parles dans ton livre. Qu'est-ce que tu ressens le jour où le médecin te l'annonce? Ce que ressentent tous les malades à qui on annonce un cancer, un immeuble qui te tombe sur la tête. Et pourtant, je suis médecin, hein. Il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de bouse, il n'y a plus rien. Il y a un être humain à qui tu dis... alors que mon histoire, elle est quand même assez incroyable parce que c'est un hasard complet qu'on trouve cette tumeur sur le rein. Je tombe à ski, je me fais une côte, je suis fatigué, je fais quand même un examen, un scanner, parce que j'ai la chance à l'hôpital d'avoir accès facilement au scanner à l'époque. Et je sors de là avec un cancer du rein. Sans symptômes, sans rien du tout. Donc tu t'y attendais vraiment pas? Ah oui. Non, franchement, j'avais rien, quoi. C'était une boule qui était au-dessus du rein. Ça faisait pas saigner dans les urines, ça me faisait pas de douleur, j'avais pas perdu de poids, enfin j'avais aucun symptôme parce qu'il était placé à un endroit où il faisait pas parler de lui, puis il faisait 3,5 cm et à partir de 6 cm, il y a des métastases. Ça veut des tumeurs ailleurs. Donc là, c'est plus du tout le même pronostic. Et là, par hasard, on me le diagnostique. Donc, au moment où on me le diagnostique, je pense comme tous les malades, tous les patients à qui on annonce un cancer, je pense à la mort. Voilà, tout simplement, en me disant putain, je suis encore jeune et je vais pas voir grandir mes enfants. Et la première chose à laquelle tu penses, à laquelle j'ai pensé moi, c'est mes gamins. Et voilà. Et puis après, je suis allé consulter très très vite, là encore parce que j'ai de la chance d'avoir accès aux médecins. Je suis allé consulter l'urologue qui m'a opéré et devant lequel j'ai craqué et je me suis écroulé. Et tu vois, même encore aujourd'hui, c'est un moment. T'as une cicatrice dans le cerveau qui s'efface pas. T'as beau, je vais bien, c'était en 2008, donc ça fait 15 ans que j'ai eu ce cancer, on m'a opéré, j'ai plus aucun problème et il m'emmerdera plus. Mais c'est incroyable la cicatrice que ça te laisse dans le cerveau et qui se réveille de temps en temps et que j'aurais à vie. Alors, est-ce que mon hypersensibilité dont on parlait tout à l'heure joue? Je n'en sais rien. Je pense que tous les malades qui ont eu un cancer et qui ont été marqués par cette sidération, c'est une véritable sidération au moment de l'annonce. C'est-à-dire que t'es plus là, quoi. Tu n'entends plus rien, tu deviens sourd. Alors que mon métier aurait dû me faire prendre un peu de recul. Dieu sait si j'en ai annoncé des cancers. Hein. Dieu sait si j'en ai annoncé. Et à chaque fois, je disais aux patients, mais voilà, vous avez des cellules cancéreuses, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va s'en sortir. Mais le patient ne m'entendait pas.
Une fois le mot prononcé, le patient ne m'entendait pas. Et là, j'ai eu cet état de sidération complet, c'est-à-dire que vous êtes dans une bulle. Vous pensez, vous n'écoutez plus le tout-bib, vous n'écoutez plus ce qui se passe autour de vous. Et puis voilà, et puis tu te mets à... Il y a un moment, tu t'y vas, quoi, tu fonces, et tu te fais opérer, machin. Mais je me souviens aussi de ce... L'urologue est un pote, mais je me souviens de ce moment où je me suis écroulé devant lui, quoi. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'avoir eu ce cancer après ? Ça m'a changé beaucoup de choses par rapport à mes patients à qui j'annonçais un cancer j'ai déjà hypersensible avant, mais alors à chaque fois que j'annonçais un cancer, je prenais une piqûre de rappel. Moi, c'était terrible. Quand je voyais des patients et que je leur disais bon, vous avez un cancer, putain, je leur prenais le truc dans la gueule à chaque fois. Donc ça a changé mon rapport à la maladie et aux patients. Qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Bah écoute... Est-ce que tu as eu des prises de conscience en te disant merde, en fait, la vie est plus courte que ce que je pensais. J'ai beaucoup changé mes priorités. Beaucoup. J'ai arrêté de courir. J'ai arrêté de courir après tout. J'ai arrêté d'être boulimique de boulot. J'ai arrêté de me dire ça, il faut que tu l'acceptes parce qu'on ne sait pas si ça se représentera. Et en fait, j'ai mis le mot plaisir en grand partout. Voilà. Fais ce qui te fait plaisir. Pense à ce que tu partages avec tes gamins, avec ta femme. Pense à ta vie et profite de ce que j'ai pu. J'ai eu de la chance d'avoir du succès dans ma vie professionnelle, ce qui m'a mis à l'abri de beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais putain, arrête de courir, quoi. Arrête. Et ça m'a calmé, ça m'a apaisé, ça m'a permis de vivre plus intensément ce qui me faisait plaisir. Pourquoi tu penses que tu courais avant ? Eh ben, j'en sais rien. Je pense que j'ai une copine qui est assez psychologue qui m'avait offert un portrait de moi en tableau en marquant j'ai besoin de remplir. Je crois que j'ai la peur du vide. Et quand on est TDAH, on a hyperactif, moi j'ai besoin d'avoir sans arrêt des projets en fait. C'est-à-dire que je m'ennuie très vite. Et dès que je m'arrête de bosser, dès que j'ai pas une journée qu'on remplit, je me dis oulala, qu'est-ce qui se passe ? Je me disais avant. Et maintenant, quel bonheur là. Tu vois, j'ai une semaine là pour la première fois où j'ai un peu de temps pour moi. Mais c'est un vrai bonheur. Mais au lieu de courir après le boulot, la reconnaissance, alors les problèmes avec mon ego, je les ai traités, c'est bon, j'ai traité mon envie de popularité, de notoriété, tout ce que tu veux probablement. Comment tu les as traités ? D'abord, je les ai bien vécus parce que je les ai vécus progressivement. Ça n'a pas été brutal, hein, contrairement à ce qui peut se passer avec les réseaux ou ce qui peut se passer avec les jeunes qui font, qui du jour au lendemain peuvent devenir des comédiens hyper bankable. Moi, tout ça, j'ai mis du temps. J'ai d'abord fait médecine, j'ai été médecin lambda. Ensuite, j'ai commencé un petit peu à la télé, ensuite un petit peu à la radio et tout. Et finalement, le gros succès est arrivé très progressivement. Donc, j'ai eu le temps de digérer tout ça. Et après, j'ai pas eu beaucoup de moments de vertige où je risquais de basculer. Je me souviens en avoir eu un moment et je me suis foutu une claque en me disant calme-toi, très vite. Mon entourage était très vigilant. Et puis voilà, puis j'ai vécu... c'est toujours agréable d'être connu, hein, c'est toujours agréable d'être reconnu, mais moi j'ai un respect des gens. À chaque fois qu'on m'arrête dans la rue, c'est bonjour docteur. Donc c'est le médecin qui est toujours en moi, qui est mis en avant, donc c'est ça qui est très agréable. T'as toujours eu cette confiance en soi, parce qu'il faut avoir une certaine confiance pour incarner des rôles médiatiques aussi. Mais encore aujourd'hui, je suis... mon pote neuropsy me dit que ça va tout à fait avec le tableau. J'ai un syndrome de l'imposteur, mais plus. Hein. Je suis... à chaque fois, je me demande, est-ce que je suis vraiment à ma place, quoi. Alors, je commence à m'y faire... très franchement, hein, c'est tardif, hein, mais tu m'aurais invité il y a 10 ans, je me serais dit, mais à qui elle parle, quoi. C'est pas moi qui veux l'interviewer. Quand j'ai été... alors, le summum du summum de ce que j'ai vécu, c'est quand j'ai été élu dans le top 10 des Français préférés des Français. On ne parle pas des animateurs, hein.
Des Français tout court. Des Français de tout court. C'était dans le journal du dimanche à l'époque. Tu sais, c'est le truc où il y a Goldman qui est depuis des années. Après, avant, c'était Abbé Pierre, Zinedine Zidane et tout. Et à un moment, je suis appelé par le journal qui me dit, voilà, vous êtes... j'étais 5e, je crois. C'est-à-dire que derrière moi, il y avait Belmondo, Alain Delon, tous les mecs qui étaient pour moi des mythes. Johnny Hallyday, des types qui étaient moins bien classés que moi. Et moi, je me retrouvais juste derrière les plus grandes stars françaises. Et j'ai dit au mec au téléphone, vous foutez de ma gueule, quoi, c'est pas possible. Il me dit, c'est tout à fait possible. Et là, je me suis dit, mais les gens me confondent. Les gens doivent me confondre avec quelqu'un, je ne comprends pas. Et quand j'ai été animateur préféré des Français, pareil, j'ai un syndrome de l'imposteur. À chaque fois, je me demande si je mérite ce qu'on me donne. Voilà. Donc, quelqu'un qui a la chance, comme moi, de pouvoir équilibrer entre les excès et le reste. Quand on a des troubles du comportement alimentaire, là, on a un problème psychiatrique qu'il faut régler psychiatriquement. On n'est pas fou. Mais on a un besoin d'accompagnement psychiatrique ou psychologique pour essayer de comprendre pourquoi on a ce trouble du comportement alimentaire. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, et je sais que ça n'est pas simple pour tout le monde, et que surtout aujourd'hui avec la société, tu as fait beaucoup de posts là-dessus sur les troubles du comportement, où là on a on oblige pratiquement à être maigre parce que c'est la standardisation des mannequins, etc. Mais je crois qu'il faut il faut bien faire la distinction entre une vie saine avec une hygiène de vie qui permette d'éviter de faire le yo-yo, par exemple, d'éviter de prendre 5 kilos et d'avoir à se faire un régime qui ne sert à rien, mais enfin de reperdre ces 5 kilos. Il vaut mieux faire... Moi, ma stratégie à moi, elle est simple. Je me pèse tous les matins. Certains diront qu'il ne faut pas se peser tous les matins parce que ça devient obsessionnel. Je ne suis pas du tout obsédé par mon poids, mais je sais, et je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai un genou qui est très arthrosique, qui me fait très mal. Si je suis à 82 kilos, j'ai mal au genou. Si je suis à 81,5 kg, je n'ai pas mal au genou. Bon, qu'est-ce que je fais ? J'évite d'aller à 82. T'as jamais eu de problème de santé mentale ? Je te donne l'impression d'en avoir. Non, justement. Et je suis assez fascinée par les personnes qui n'ont jamais bien sûr, on a santé mentale. Alors, ça dépend ce que tu appelles la santé mentale. J'ai des moments parce que je suis médecin, parce que je connais un peu les trucs, par moments, je me suis même demandé si j'étais pas un peu un mini bipolaire. C'est-à-dire que je passe par des moments d'euphorie, de créativité complètement dingue, et des moments où je suis un peu down, mais sans plus. Et je sais que c'est pas de la bipolarité, parce que ça, malheureusement, c'est une vraie maladie, mais je pense que ça a à voir avec mon TDAH et avec mon côté HP sur certains domaines. Et parce que ça, on est vraiment dans des montagnes russes. J'en ai parlé avec mon pote. On est dans les montagnes russes d'émotions, et par exemple, il m'arrive d'avoir des moments, mais quand je te dis d'hypercréativité, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais pris quelque chose, quoi, hein. Franchement, je suis à fond la caisse, je suis hyper impulsif en plus. J'ai une idée qui me vient sur mon scoot en venant de voir. J'appelle tout de suite les gens qui bossent avec moi, je dis il faut lancer ci, il faut lancer ça. Et puis des moments où, plutôt quand j'ai pas trop d'activité, où je peux être un peu down, et là... Je sais pourquoi je le suis, c'est parce que j'ai pas rempli mon agenda. Et donc, je prends mon short, je vais faire du sport. Ça a été quoi ton plus gros challenge professionnel ? Mon plus gros challenge professionnel a été ma première année de médecine. Ça, c'est le concours de première année de médecine. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, la chance, elle vient si tu bosses, mais les choses se sont enchaînées sans trop de difficultés. Mais gros challenge de ma vie, c'était première année de médecine. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu 1100 candidats et il y avait 110 reçus. J'ai été reçu 110e. Donc, si tu veux. Ouais. Alors, je ne l'ai pas volé, hein. Mais, non, c'est clair. Je ne l'ai pas volé, mais... Une pensée pour le 111e. Voilà, je me suis dit à quoi ça sert d'être 109e. Donc, c'est ce qu'il fallait pour être 110. Et puis, ça a été mon gros challenge, surtout après l'échec au bac. Surtout après, avec la volonté de réussir, qui était pour moi énorme. Si on parle un peu maintenant des mythes qui existent autour de justement la santé physique, c'est compliqué dans la jungle
du digital, parfois de s'y retrouver. Est-ce que toi, il y a des mythes qui touchent au sommeil, ou à la nutrition, ou à l'exercice, qui t'énervent, que tu aimerais aujourd'hui à ce micro déconstruire ? Je ne sais pas si on veut parler de mythes, mais tout ce qui tourne autour des régimes, autour de tous les 6 mois, tu vois des nouveaux régimes apparaître, et on a beau expliquer que les régimes ne servent à rien, on a beau expliquer que il vaut mieux avoir un équilibre alimentaire et tout, ça reste quand même les plus grosses ventes de bouquins, ça reste les plus gros succès sur les réseaux. Voilà, je sais pas comment on peut faire passer ça. Après, moi, les choses pour lesquelles je me bats là aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de Paris 2024, c'est le mythe, le complotisme de certains qui disent que le sport ça sert à rien, que c'est contre-physiologique. Mais le pire du pire aujourd'hui, c'est les anti-vax. Alors, je ne sais pas si je réponds précisément à ta question, mais ça peut être un mythe le vaccin vous tue, quoi. Ça me rend dingue. On a la chance d'avoir une médecine qui permet d'éviter des maladies. Le risque zéro n'existe pas en médecine, alors que des gens qui ont eu un vaccin et pu développer une maladie, etc., oui, c'est possible sur des millions d'injections. Mais l'impunité dont bénéficient les anti-vax aujourd'hui est pour moi insupportable. Alors moi, je me suis fait bâcher pendant le Covid méchamment, et à chaque fois que je parle de vaccin, on me demande combien je touche. Je ne comprends pas aujourd'hui que, et parmi mes confrères aussi, parmi les médecins, on puisse laisser des gens... C'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quoi, et que quand je vois des médecins qui ont fait du complotisme pendant le Covid, en expliquant que le vaccin n'était pas utile, et tout, ces mecs-là devraient être en tôle, parce que c'est la mise en danger de la santé d'autrui. Quand je vois que alors je vais éviter les noms parce que je me prends des procès sur procès, mais que des gens avec des noms ronflants précédés par PR pour professeurs sont anti-vax et qu'ils vont avoir une interdiction d'exercice pendant 6 mois ou un blâme par le Conseil de l'ordre des médecins. Enfin, je veux dire, ces mecs-là devraient être radiés complètement. Enfin, ce sont des dangers publics. Quand je vois aujourd'hui des artistes qui étaient des complotistes autour de certains et qui faisaient des discours hallucinants, aujourd'hui, ils sont là, ils remplissent des salles de concert encore, ou ils remplissent des salles, où ils participent à des émissions sans que personne ne leur demande rien. Enfin, je veux dire, moi, je tombe de ma chaise, quoi. Je tombe de ma chaise. Il y a un moment, on doit payer quand on fait des conneries, quand on dit des conneries, et quand on ne dit pas « pardon, je me suis trompé ». Aujourd'hui, il y a un humoriste, je n'ai pas besoin de vous donner son nom, mais qui était complotiste, qui a hurlé avec des types comme avec un chanteur ou avec des professeurs, soi-disant, qui étaient des complotistes, qui intervient régulièrement dans une émission à la radio tous les jours. Et ce type, on lui demande, jamais il s'est excusé. Jamais. Quand vous avez un ancien joueur de foot mondialement connu qui aujourd'hui fait des concerts ou joue dans des films, qui était un complotiste, qui était anti-vax et qui aujourd'hui est encensé parce qu'il chante bien, personne ne lui demande rien. Il n'a jamais dit non, je regrette ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on rende des comptes quand même. C'est hyper intéressant sociologiquement, je trouve, le phénomène du complotisme. Je me demande pourquoi il y en a autant, en fait. C'est une défiance de l'autorité, peut-être la volonté de récupérer une forme de pouvoir. Enfin, j'ai du mal à comprendre la remise en question, finalement, de l'autorité publique. Et puis, c'est des gens qui sont influençables, et puis qui, effectivement, sont contre l'autorité, et sont persuadés qu'il y a un complot de la faculté de médecine avec un grand F, on entend toujours ça. C'est la faculté qui parle. Comme si nous, médecins, comme si l'Académie de médecine, comme si tous ceux qui sont responsables de la santé en France voulaient le mal, qu'il y avait un complot contre la santé en France.
Enfin, je veux dire, on est là pour soigner des gens. Quand moi je fais passer des messages, c'est pas pour les vaccins, je touche pas 1 euro par vaccin qui est injecté en France. Quand l'Académie de médecine ou l'Académie de pharmacie ou de chirurgie dit des choses sur la santé, il faut les croire. Ce sont des sages. Et les gens qui sont influencés sont des gens qui seraient capables d'aller dans les sectes demain, malheureusement, et qui peuvent être influencés parce qu'ils ont une idole qui leur dit. Quand je parle du joueur de foot. Le type, il est adulé par les supporters parce que ça a été un grand joueur. Quand lui s'exprime face à un esprit qui n'a pas l'esprit critique, un cerveau qui n'a pas l'esprit critique, qui est pas très cultivé, qui n'est pas très éduqué et qui peut être sensible à ce que dit son idole de footballeur, il va se dire si lui le dit, c'est qu'il y a peut-être du vrai. Et donc vous finissez par influencer des gens qui sont faibles, qui n'ont pas un cerveau capable d'analyser, de prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Et puis il y en a d'autres, et le professeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il en fait son fonds de commerce. Ouais. Il a vendu des dizaines et des centaines de livres. Et de milliers. Et de milliers de livres parce qu'il était justement anti-société, anti-faculté, anti-système. Donc, c'est toujours plus facile d'être dans la position de l'opposition. Mais bien évidemment. Quand moi je dis faites-vous vacciner, ça passe moins bien que quand il y a un abruti qui va derrière moi et dire ouais, mais j'ai vu quelqu'un qui est mort après un vaccin contre le Covid. Alors sur un sujet peut-être moins polémique, le café, je lis tellement de choses pour, contre, et ça fait tellement partie du quotidien des Français. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Le café, c'est très simple, c'est un excitant. Moi, par exemple, je ne prends un café par jour le matin au petit-déj et plus jamais dans la journée. Okay. On peut aimer le café, mais il faut savoir que la caféine est un excitant et que comme tout excitant, il va accélérer le rythme cardiaque qui n'a pas besoin d'accélérer quand c'est pas utile. Le cœur augmente ses pulsations pour te permettre d'oxygéner ce que tu mets en route. C'est-à-dire si tu fais du sport, les muscles, ton cerveau si tu en as besoin, mais on a un rythme cardiaque qui est, plus il est bas, mieux c'est pour ta santé, parce que le cœur va moins s'user, si tu veux. Si tu prends un excitant comme le café, la caféine ou n'importe quel autre excitant, tu vas augmenter l'excitation de tes nerfs, dont l'augmentation du rythme cardiaque, probablement un peu plus. Bon, est-ce que c'est nécessaire ? Si t'aimes le café, prends-en. Il faut pas dépasser 3 tasses par jour, on dit. Voilà. Et puis, il faut avoir une hygiène. Moi, ça me fait marrer. Moi, j'ai des potes qui me disent « j'arrive pas à dormir, je suis insomniaque, machin. » Et j'essaye de comprendre ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, etc. Ils prennent des cafés après dîner. Alors, il me dit « Mais non !» Mais ça me fait rien. Moi, ça fait des années que je prends un café après dîner et ça m'a jamais rien fait. Oui, mais ça fait des années que tu dors pas. Donc, essaye de commencer par là. Donc, le café, voilà, si vous aimez le café, prenez du café. Faites-vous plaisir. Mais un tout petit peu d'attention, un peu d'hygiène de vie et évitez d'en prendre après 16 heures. C'est tout, c'est pas compliqué. Et est-ce que remplacer un expresso par un déca, par exemple, ça change ? C'est mieux, mais il y a encore de la caféine dans le déca. Donc, mais c'est mieux que de prendre un café. Alors, c'est pas la peine de les prendre allongés ou pas allongés parce que c'est à la même quantité de caféine. Hein. On croit que plus il est serré, plus il est fort en arôme, mais ça change rien la caféine. Okay. Et justement, pour les personnes qui ont du mal à dormir, j'en ai autour de moi et ça a l'air d'être quand même un vrai fléau de technique. Et puis en fait, ce qui m'énerve personnellement, mon combat un peu aujourd'hui, c'est finalement contre les médecines alternatives. Parce que quand on a un problème et qu'on veut le résoudre, parfois on est prêt à tout. Et c'est là où justement des personnes mal intentionnées peuvent arriver en vendant des solutions qui n'en sont pas. Mais donc oui, qu'est-ce qui pour toi peut aider et qu'est-ce qui a aidé les personnes que tu as accompagnées à retrouver le sommeil ? Alors, on va parler du sommeil et puis après on parlera des médecines que tu dis alternatives. Le sommeil, si on a des troubles du sommeil qui durent pendant plusieurs semaines, il faut consulter. Parce qu'il n'y a pas une cause de troubles du sommeil. Il y en a des dizaines. Tant qu'on n'aura pas défini la cause, il peut tout y avoir. Il peut y avoir une température trop élevée dans la chambre. Il peut y avoir des nuisances sonores autour de vous. Il peut y avoir de la rumination, qui fait que vous êtes stressé, vous ruminez, vous vous réveillez, vous n'arrivez plus à vous endormir. L'insomnie peut être une insomnie
d'endormissement, une insomnie de réveil nocturne, une insomnie de dernière partie de la nuit. Il faut qu'un somnologue, un spécialiste du sommeil, puisse parfois vous étudier votre sommeil pour voir les différentes phases. En fait, chaque phase de sommeil profond, paradoxal, tout ça, ça dure à peu près 90 minutes. On en a plusieurs dans la nuit. Il faut voir comment est l'architecture de votre sommeil si vraiment vous avez des troubles. Et c'est en fonction de ça que le médecin pourra vous aider. Donc, donner des conseils d'hygiène, oui. Par exemple, il y a des gens qui font du sport avant de se coucher. Le problème du cerveau, c'est que pour s'endormir, il a besoin de diminuer la température. On a une température corporelle à 37. Pour s'endormir, le cerveau fait baisser la température et c'est comme ça qu'on s'endort. Si vous faites du sport, vous augmentez la température parce que vous avez fourni des calories. Donc la température augmente, donc vous faites tout l'inverse. Et c'est pour ça que c'est pas bon non plus de dormir dans une chambre trop chaude. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une température corporelle qui est trop élevée. C'est une des premières pistes. Manger trop lourd le soir, c'est pas terrible non plus, parce que vous digérez au moment où vous couchez. Se coucher trop près de la fin du dîner, c'est pas bon non plus, parce qu'on n'est quand même pas à l'aise, on est en position allongée. Il y a 25 000 raisons pour lesquelles on peut avoir des troubles du sommeil. On peut prendre des plantes, on peut prendre des choses comme ça pour voir si ça vous améliore. Mais si ça vous améliore pas, ne restez pas dans cette situation. Et on rappelle que le lit, c'est fait pour dormir, faire des galipettes et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne passe pas la journée au lit. Si vous êtes, on est dimanche, ne passez pas votre journée au lit. Un lit, c'est fait pour dormir. C'est pas fait pour y passer toute la journée à regarder la télé, manger, etc. Et ça, tous les somnologues vous diront la même chose. Après, il faut consulter. Parce qu'on peut avoir des troubles du sommeil liés à des ronflements qui vont faire des apnées du sommeil, etc. Donc, il y a beaucoup de centres du sommeil en France aujourd'hui. Okay. Allez consulter. Il y a un très bon livre de Matthew Walker, Why We Sleep. En français, j'imagine que c'est Pourquoi on dort, mais qui explique en tout cas l'importance du sommeil et notamment, finalement, qui déconstruit un peu l'idée qu'on peut se satisfaire de 4 heures de sommeil, 6 et 4 heures profondes, que certaines personnes qui travaillent énormément essayent de partager. On a génétiquement ce qu'on va appeler, pour simplifier, des petits dormeurs et des grands dormeurs. Voilà, moi, je dors 5 heures par nuit, ça me va très bien, je ne suis pas fatigué. Et toute ta vie, ça a été le cas? Non, de plus en plus. Mais par exemple, il faut bien connaître l'heure du passage du train du sommeil. On a tous une heure génétiquement programmée. Moi, je sais que c'est 23h30. Voilà. À 23h30, je sais que c'est l'heure. Si je vais me coucher, je m'endors tout de suite. Bon, moi, quelle que soit l'heure, je m'endors tout de suite. Mais je fais des micro-siestes dans la journée, etc. Mais moi, si je dors 5 heures, ça me va. Il faudra que je dorme 6 ou 7 heures une fois dans la semaine. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus d'heures de sommeil. Donc, chacun doit faire avec son capital génétique, avec ses besoins de sommeil. En même temps, il ne faut pas trop... Là aussi, c'est un conseil des spécialistes. Il ne faut pas trop se mettre en jet lag le week-end. Si vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures tous les jours pour aller bosser, ne vous levez pas à midi le dimanche. Parce que là, vous mettez en jet lag. Si on a 20 ans et qu'on sort... c'est la durée de sommeil en fonction du truc. Mais si vous avez une vie normale, ne profitez pas, ne dormez pas 12 heures le dimanche parce que vous allez décaler complètement votre... Voilà. Juste un mot sur les médecines que tu dis alternatives et que moi je dis médecine complémentaire. C'est important la sémantique parce que pendant très longtemps on a même parlé de médecine parallèle. Deux parallèles ne se touchent jamais. L'OMS, il y a quelques années, a décidé d'appeler ces médecines des médecines complémentaires. Le nom explique bien ce qu'il veut dire. Ce sont des médecines qui peuvent être données en complément de la médecine traditionnelle. Et moi, jeune médecin, petit con, quand j'ai commencé en sortant de la fac de médecine, je m'énervais à chaque fois qu'un patient me disait qu'il prenait de l'homéopathie ou qu'il faisait de l'acupuncture. Et avec l'expérience, j'ai, moi, conseillé aux patients d'aller vers ces médecines dites complémentaires en leur disant voilà, n'arrêtez pas ce que je vous donne, mais si vous pouvez vous soulager, notamment par exemple pour les maladies graves, si vous voulez vous soulager avec une autre médecine, allez-y. Donc il faut être très ouvert aujourd'hui, mais très vigilant. Oui, c'est ça. Ne pas aller voir n'importe qui. Oui, en fait, c'est vrai que le terme complémentaire, je pense, c'est beaucoup plus adapté et l'essentiel, c'est de trouver ce qui nous correspond.
ce que je déplore, c'est finalement, on parlait de défiance tout à l'heure, c'est parfois, en effet, la défiance par rapport à la médecine conventionnelle. Classique, ouais. Comme si, en effet, il y avait une forme d'opposition entre les deux, qu'il y avait un camp du bien, un camp du mal. Et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de valeur morale à la médecine, en fait. Mais on en est responsable aussi, nous, médecins, parce qu'on a été pendant très longtemps très dogmatique. On ne voulait pas accepter de voir que d'autres type de thérapie pouvait être efficace. On était borné, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui ça a changé, c'est-à-dire que la jeune génération de médecins accepte tout à fait facilement que l'ostéopathie, l'hypnothérapie, d'abord il y en a plein qui sont rentrés à l'hôpital, soit efficace et en complément de ce qu'on peut proposer. Donc les mentalités évoluent. Il ne s'agit pas d'opposer la médecine conventionnelle aux médecines complémentaires. Il s'agit de s'aider les uns les autres. Tu crois à l'effet placebo ? Je ne crois pas, il a été prouvé scientifiquement. Non seulement l'effet placebo, mais même l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est quand on donne du sucre ou des gélules avec de l'eau ou du sucre en faisant croire que c'est un médicament et que ça fait de l'effet quand même. Et l'effet nocebo, c'est les effets secondaires que tu as après avoir pris un placebo. Théoriquement, ça ne devrait pas exister. Mais cet effet nocebo existe. Il y a des gens qui, persuadés d'avoir pris un médicament, vont finir par développer les effets secondaires qu'on leur a dit possibles après la prise du médicament, ce qui est quand même formidable. Mais il y a plein d'études incroyables là-dessus. Même la couleur de la gélule intervient. C'est-à-dire qu'on sait que des gélules rouges, par exemple, vont avoir dans l'esprit du patient un effet plus important et plus fort qu'une gélule bleue. Si c'est rouge, c'est que ça va être plus efficace. Il y a plein de... Et cet effet placebo intervient beaucoup dans la réussite d'un traitement, y compris de traitements médicamenteux. Mais cet effet placebo ou cet effet d'influence, si je vois un patient et qu'il ressent une sincérité dans mes propos quand je lui dis « on va vous sortir de là, vous n'allez pas mourir de ce que vous avez », on a déjà la moitié du chemin qui est parcouru. Le travail est à moitié psychologique. Ouais. Il y a une grande partie du travail psychologique. Et si il sent que je lui dis ouais, on va vous sortir de là, vous inquiétez pas en regardant mes chaussures, ça marchera moins. Ce qui m'intéresse, c'est les enseignements qu'on peut tirer et qu'on peut appliquer de l'effet placebo. Parce que finalement dire oui, votre cerveau a la capacité de finalement mimer les effets d'un médicament, c'est absolument révolutionnaire. Dans les faits, sachant que ça se fait en non-connaissance de cause, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc comment est-ce qu'on peut nous utiliser finalement ce qui est à l'œuvre dans l'effet placebo pour essayer d'être mieux au quotidien ? Écoute, je t'avoue que j'ai pas beaucoup lu de choses sur l'effet placebo, mais je crois pas qu'on comprenne comment ça fonctionne, quoi. C'est l'auto-persuasion. Voilà. On se persuade que... c'est la méthode Coué, quoi. On se dit, il fait froid, là il fait froid, mais je me dis, il fait chaud. Hein. Mais voilà, et on me donne un médicament, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que ça va être efficace. Mais je ne sais pas comment on peut... Je sais même pas aujourd'hui si on a compris les parties du cerveau qui étaient concernées par cet effet placebo, à part l'influence. Il n'y a pas une zone de l'influence dans le cerveau. Ouais. C'est un sujet qui m'interroge beaucoup parce que je me demande dans quelle mesure le cerveau peut nous guérir. Parce que certains disent que c'est ce qui est responsable de tout, d'autres disent que non. Il peut t'aider à guérir, pas il peut te guérir. Mais il y a des histoires, tu vois. Tu nous parlais d'une personne aveugle tout à l'heure. Tu as des histoires de personnes qui ont recouvré la vue. Avec oui, alors c'est pareil, par exemple, tu as les miracles à Lourdes. T'as les miracles oui, c'est une forme d'effet placebo. Oui, alors il faut faire gaffe parce que les croyants vont te dire non, c'est Dieu qui est intervenu. Mais il faut faire très attention. C'est un sujet, si tu veux, quand tu dis des aveugles ont retrouvé la vue. D'abord, il y a des cécités psychologiques qui existent, qui sont prouvées. Je ne dis pas que c'est les cas dont tu me parles, mais ça existe. On dit même que Hitler, par exemple, a vécu une période de cécité psychologique.
Après, il y a parfois des erreurs diagnostiques, pas sur la cécité bien sûr, mais il y a des erreurs diagnostiques qui font qu'on se retrouve avec des gens qui ont récupéré de quelque chose qui était irrécupérable. Statistiquement, on n'avait jamais vu ça. Après, pour être plus concret, les effets du cerveau sur... tu sais, pendant très longtemps, je me souviens très bien, moi, pendant très longtemps, à chaque fois qu'on entendait dire que le cancer était psychologique, avait été déclenché par un trouble, un traumatisme psychologique, les médecins disaient arrêtez de nous faire chier avec ça, quoi. Voilà. Le cancer, c'est le développement de cellules qui ont échappé au système immunitaire et qui ont développé un cancer. Voilà. Le psychisme n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'était notre façon très cartésienne de penser. Oui, parce qu'en même temps, c'est culpabilisant, d'une certaine manière, je trouve, de dire le cancer est dû au stress. Alors, c'est culpabilisant, mais surtout, c'est pas qu'il est dû au stress, mais probablement que quand tu as un stress important, que tu es stressé, que tu as eu des traumatismes psy, que tu as eu d'énormes chagrins, des choses comme ça joue sur le système immunitaire. Et donc indirectement sur le développement des cancers. Il est probable que quand une tumeur est en train de se développer, son développement est accéléré par le stress, par les traumatismes psychologiques qui jouent sur une diminution de l'immunité. On sait aujourd'hui, par exemple, que les personnes stressées font plus d'infections que les autres. Pourquoi ? C'est pas le stress qui agit sur le virus, c'est que le stress agit sur le système immunitaire et diminue son efficacité. Le système immunitaire qui va moins lutter contre les virus ou les bactéries que tu as. Et ben, ça agit probablement aussi sur la lutte contre les développements des cellules cancéreuses. Donc, le stress, le cerveau, tout ça est essentiel dans le développement de beaucoup de maladies. En fait, la partie que je trouve, qui me questionne beaucoup, c'est est-ce que l'effet placebo marche parce que les patients n'ont pas conscience que c'est une fausse gélule, ou est-ce que ça marcherait aussi bien si on leur disait et qu'ils s'auto-persuadaient que ça l'était ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ce que je trouve, ce qui m'interpelle, c'est qu'à mon avis, c'est quand même en grande partie dû à la croyance dure comme fer que c'est bel et bien un médicament, et que si c'était juste de l'auto-persuasion, finalement, ce serait l'efficacité qui existe aujourd'hui, des affirmations, etc., qui ont très certainement une forme d'efficacité, parce que pour moi, il y a un biais de confirmation derrière, où on va venir finalement identifier ce qu'on a envie de croire. J'ai l'impression que l'effet est supérieur quand la croyance est profonde. Oui, et non seulement, évidemment, si tu prends un médicament, si tu participes à une étude en double aveugle, où on te donne il y en a la moitié qui prend le vrai médicament et l'autre moitié un placebo, et que tu te dis j'y crois pas à votre truc. De toute façon, je sais que j'ai le placebo, j'y crois pas. Oui, ça va pas marcher. Le placebo, là aussi les études l'ont montré, si tu donnes... alors double aveugle, c'est quand le médecin lui-même n'est pas au courant. Hein. Bon, mettons ça de côté. Prenons je suis le médecin qui fait l'étude. Je suis la patiente. T'es la patiente. Je vais te donner un médicament. Je sais que c'est un placebo, mais je vais te dire, voilà, je pense, ça reste entre nous, mais je pense que vous avez le vrai médicament. Hein, je vous le dis, mais surtout vous n'en parlez pas. Je pense que vous avez été tiré au sort, mais j'ai cru voir tout à l'heure votre nom dans la liste des gens qui ont le vrai médicament. Vous avez de la chance, ça marchera 2 fois plus que si je te dis, je sais pas. Je sais pas ce que vous avez. Donc il y a l'influence de celui qui va délivrer, du médecin, en qui tu as confiance, et qui va agir aussi sur l'efficacité. Donc oui, si tu y crois, tu as plus de chances pour que ça marche. Et oui, si la personne qui te le délivre, en qui tu as confiance, est assez forte pour te dire ça va marcher. Donc il y a plein de choses qui interviennent finalement dans le placebo. Si toi tu pouvais mener une étude demain, sur quoi est-ce que tu l'amènerais ? Quelles sont les questions que tu te poses encore aujourd'hui en médecine ? Je ferai une étude sur l'âge biologique par rapport à l'âge de l'état civil. Je suis allé tourner avec Adriana une émission aux États-Unis où ils sont en train de mettre au point des tests pour te donner ton âge biologique.
c'est-à-dire l'âge de tes artères, selon l'expression, par rapport à ton âge d'état civil. Ça dépend de ta génétique, de l'hygiène de vie, de tout un tas de choses. Moi, j'aimerais bien accélérer les choses parce que je trouve que c'est un formidable levier. Si demain on te fait une prise de sang, moi on me l'a fait sur une simple prise de sang, mais si demain on te fait une prise de sang et que sur la simple prise de sang on te dit Louise, vous avez 50 plus que votre âge civil parce que probablement vous n'avez pas une hygiène de vie terrible. Ça va te travailler un peu, non ? Ouais. Tu vas dire il faut que je fasse attention. Et là, le rôle de la médecine est là, en te disant on va te faire une analyse un peu plus poussée, on va savoir où ça va pas, qu'est-ce qui se passe, où tu peux améliorer les choses, et puis progressivement tu vas gagner tes années pour revenir à ton état civil, ou même être plus jeune biologiquement. Et ces études-là, elles vont arriver. Voilà, c'est celles auxquelles j'aimerais participer parce que là c'est assez passionnant, parce que pour nous médecins ça va être extraordinaire. Moi je peux te dire, c'est pas pour me vanter, mais parce que j'ai une hygiène de vie à peu près saine, je crois que j'avais 4 ans de moins que mon âge d'état civil. Et ben je vais te dire, ça m'a boosté pour continuer. Hein. Ouais, c'est sûr. Je me suis dit, je vais continuer ma vie comme elle est aujourd'hui, parce que ça a pas l'air mal. C'est l'émission Les pouvoirs du corps humain, ouais, que je faisais avec Adriana Carambeu. Moi, je me demandais plutôt quels sont les pouvoirs finalement insoupçonnés que tu as découverts au travers de cette émission. Plein. C'est vrai ? Plein. J'ai découvert les émissions sur le cerveau, sur cette neuroplasticité, sur le fait que, si on perd, tu vois, on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, on en perd 100 000 par jour. Oh. Ça fait mal, hein ? Jour après jour, tu veux dire ? Tous les jours, depuis la naissance, tu perds 100 000 neurones. Mais ça voudrait dire que notre pic d'intelligence serait à la naissance ? Non, parce que justement, l'important, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas le nombre de neurones, c'est les connexions entre les neurones. Avoir des neurones non connectés ne sert à rien. Ce qui est important, c'est les connexions qu'ils vont mettre entre eux. Et c'est des milliers par neurone. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça que j'ai touché du doigt, parce qu'on a fait des examens, on a fait plein de choses. C'est ça qui était pour moi assez fascinant. Et on a fait 11 ans d'émission avec Adriana, on a appris des choses sur tout notre corps, sur le système immunitaire, sur tout. Mais je peux même pas te sortir des choses en particulier, mais j'ai assisté à des choses incroyables. J'ai assisté à une opération cardiaque en Chine sous hypnose. Ouverture du thorax. Oui, on a été dans le bloc. J'ai assisté en Suisse à une opération sur une tumeur du cerveau d'un mec qui n'était pas endormi, qui parlait à l'anesthésiste hypnothérapeute de ses vacances. Et on était côté crâne, le crâne était ouvert, et le chirurgien était en train d'aller titiller, d'aller enlever les morceaux de tumeur dans le crâne. Et le type était en train de raconter... Il était sous hypnose aussi ? Sous hypnose. Et il disait à l'hypnothérapeute... parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus touchy que d'autres dans le temps opératoire. Le chirurgien prévenait l'anesthésiste en disant bon là on va couper le crâne donc ça va machin, et le mec elle lui disait vous êtes dans un avion, il dit oui je suis dans un avion, alors vous êtes en train de partir vers votre destination préférée, attention il va y avoir des turbulences. Effectivement le mec il était avec une perceuse en train de faire un trou dans le crâne, et le type disait ah oui je sens que ça bouge un petit peu. J'étais devant, donc c'était pas du fake, hein. On était devant. La pression que doit avoir cet hypnothérapeute, parce que si le gars se réveille ou sort de l'hypnose, est-ce que la douleur... Mais il se réveille, il dormait pas, hein, s'il devient conscient, s'il conscientise la douleur, et il la supporte pas, non, la douleur au cerveau. Il a une perf. Et il lui injecte immédiatement un produit pour l'endormir. D'accord. Donc tout est prévu. Mais le type a été préparé plusieurs jours avant, il a été préparé avant l'intervention. Pourquoi pas anesthésier ? Parce que quand on opère le cerveau, il est important, par exemple la tumeur, elle n'est pas forcément en surface. Elle est à l'intérieur du cerveau. Et pour y accéder, on est obligé de traverser différentes zones. Et il est très important pour le chirurgien de savoir si cette zone-là est une zone importante ou pas. Il y a des zones dans le cerveau qui parle pas. Mais si par exemple il est obligé d'arriver vers la zone, de traverser la zone motrice du bras,
si il abîme cette zone-là et que le type sort sans tumeur mais paralysé du bras, c'est quand même pas terrible. Donc à chaque fois qu'il progresse dans le cerveau, il demande au patient ses réactions. Et par exemple, en traversant, le patient lui a dit « Ah, je sens des petites brûlures sous la langue ». Donc on savait qu'il était dans une zone où il fallait faire... Donc il passe un peu sur le côté. Donc c'est ça qui est le plus important dans les interventions cérébrales. Waouh, faut avoir le cœur bien accroché quand même. Ouais, mais c'était fascinant. Voilà. Est-ce qu'il y a une habitude que tu as mise en place récemment qui a changé ton quotidien ? C'est pas une habitude quotidienne, mais j'essaye de faire de plus en plus de me déplacer à vélo. Dans Paris, à vélo électrique, parce que d'abord ça me permet de faire un peu d'activité physique quand même, ça fait bouger, que ça pollue moins et que, alors j'ai un scooter électrique donc je pollue pas trop, mais voilà, je me suis et je trouve que, alors ça dépend des moments et des endroits dans Paris, mais que c'est zénifiant de faire du vélo parce que tout va moins vite. Bon, après, c'est la jungle, hein. Il faut sortir les flingues pour pas se faire renverser, mais il y a une sorte de... Quand je pars dans ma journée à vélo, je sais que je vais pouvoir faire moins de choses parce que je mettrai plus de temps pour aller à un endroit, mais je charge moins mon planning. Donc, j'essaye de me forcer à faire ça. Ouais. Ok. On va arriver aux petites questions de la fin. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, podcast, enfin une ressource qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? J'ai un livre que j'ai lu récemment, qui est écrit par un pote, Patrice Romden. Ce livre, c'est Le saut vers la liberté, c'est chez Plon, qui est l'histoire d'un flic, un jeune de 19 ans, qui était en Allemagne de l'Est à l'époque. Et c'est une photo que tu connais sûrement, il a sauté les barbelés qui le séparaient de Berlin-Ouest. Et c'est une photo qui est tu connais, tu la vois. On le voit sauter avec son fusil, son casque et tout. Et Patrice Romden raconte, un peu romancé, mais en s'appuyant sur les faits historiques, tout ce qui se passe dans la tête de ce type avant qu'il saute. C'est un bouquin, ça se lit vite. C'est super bien écrit et surtout je trouve que c'est tellement bien écrit qu'on se met à la place du type qui hésite. Pendant des heures il hésite. Il est là, tout va bien dans sa vie, il est en Allemagne de l'Est, mais parce qu'il a toujours vécu là et puis qu'il ne s'est jamais posé de questions sur ce qu'était la liberté à l'Ouest, etc. Mais on est dans son cerveau, on réfléchit, les choses viennent progressivement et d'un coup il y a cette impulsion, ce côté « j'y vais ». Et il saute ses barbelés et il se retrouve du côté de la liberté. Et je trouve que ça illustre bien les sauts qu'il faut faire dans la vie de temps en temps. Et moi, c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vous conseille de le lire parce que je trouve que ça donne une pêche incroyable parce qu'on vit de l'intérieur tout ce que ce type de 19 ans vit. Après, on nous explique, Patrice Romden nous explique tout ce qui s'est passé après, une fois qu'il était passé à l'Ouest. Donc il a rencontré cet homme ? Non, parce que lui, il est mort... il l'a pas rencontré, mais son histoire, il était mondialement connu parce que ça a été, grâce à la photo notamment, le type qui allait vers la liberté. Alors évidemment, la suite s'est pas passée, c'était pas le paradis, il n'est pas passé de l'enfer au paradis, mais je trouve c'est symbolique. C'est-à-dire que je pense qu'après avoir réfléchi pourquoi ce livre m'avait plu, il a sauté. Voilà. Et dans la vie, moi j'ai sauté par moments. J'ai réussi à sauter par-dessus ce traumatisme du bac. J'ai réussi à sauter par-dessus ce traumatisme du cancer. J'ai réussi à sauter par-dessus plein de choses parce qu'à un moment je me suis dit il faut y aller. Et lisez ce bouquin parce que je vous assure qu'il faut même dépasser l'histoire de cet homme pour se dire tiens, parfois on saute vers quelque chose qui peut se rapprocher d'un futur plus sympa. Est-ce qu'il y a des sauts qui t'ont fait tomber ? Oui, mais des échecs, c'est Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et à chaque fois que j'ai raté des trucs... Et puis moi, je suis très mektoub. Je suis très... ce qui doit arriver arrive. Alors, je ne me laisse pas porter par le destin ou la fatalité, mais je suis toujours...
des trucs aussi cons que, tiens, je voulais acheter un appartement, il m'est passé sous le nez, c'est que c'était pas le bon, qu'il y aurait meilleur après. Voilà. C'est un côté très chiant parce qu'à chaque fois que je suis en bagnole avec mes enfants ou ma femme et qu'on doit s'arrêter dans un coin, je dis ouais, mais je pense qu'il y a mieux après. Donc c'est sans fin. Mais voilà, moi je suis très mektoub, donc les échecs ne me font qu'avancer. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? J'aimerais entendre Simone Veil. Ah oui, mais alors le but c'est de... Quelqu'un qui quelqu'un soit qui vivant. peut vraiment venir. Ah bon. Mais tu sais quoi, dis-moi d'abord pourquoi elle, laquelle, parce que Simone Veil. Alors Simone Veil. D'abord, je crois que c'est Simone Veil qui a signé, parce que en fait, je t'ai dit que j'avais été 110e. Il y a eu tout un pataquès au moment du concours. Et il a fallu rajouter 10 places, ce qui m'a permis de passer, parce qu'il y avait eu 10 étrangers de trop. Et je crois que c'est, d'après ce qu'on m'a dit, c'est Simone Veil qui avait signé le décret. Donc c'est grâce à elle que je suis médecin aujourd'hui. Okay. Et puis surtout, c'est une femme qui a tout vécu, les camps, la haine à cause de l'IVG, le machisme en politique qui était quand même beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui à l'époque. Voilà, c'est une femme de combat et j'aurais adoré l'interviewer. Après, il faut... parce que moi, j'ai un peu la fan-attitude aussi. Je suis un peu un gamin devant ceux que j'ai adorés ou que j'adore. J'adorerais, et j'ai jamais pu le faire, mais je pense que je vais quand même essayer. C'est Michel Jonas. Il y a deux chanteurs, il y a Jonas et Goldman. Goldman, je sais que ce sera impossible. Pourquoi ? Parce qu'il ne voudra pas. Et Goldman, il m'a très gentiment répondu une fois que j'avais demandé, parce qu'il veut rester en dehors des médias. Il y a tellement de choses qui tournent autour de lui, encore des docs, des livres, etc. Et lui, je crois qu'il se sent peut-être un peu dépassé aujourd'hui par l'époque. Et il veut pas. J'aurais adoré l'interviewer pour voir comment il avait réussi à finalement lâcher tout. Parce que voilà. Et Jonas, c'est un monsieur qui me fascine, que je vais voir. Je vois tous ses concerts, tous. J'ai eu la chance de le voir, de parler avec lui, m'a raconté des blagues toute la soirée. Mais j'aimerais bien l'interviewer parce que lui aussi, il a vécu beaucoup de choses. Il a une histoire familiale qui est proche de la mienne aussi. Lui, il a été un moment, je ne sais pas s'il est encore, très dans la médecine indienne, etc. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais connaître de lui, tellement je l'adore, et je crois que c'est un type bien, et donc voilà, j'aimerais bien, si on peut se rencontrer chez toi, n'hésite pas. Michel, on t'attend. Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie signifie pour moi n'avoir de compte à rendre à personne. Et c'est et je vais te dire, tous les matins je me lève depuis des années en me disant que c'est pas, ce que je fais n'est pas un travail. Que tous les matins je me lève avec la banane. Et tous les soirs, je me couche avec la banane en me disant quelle chance j'ai. Et le grand luxe dans la vie, c'est de ne pas avoir l'impression de travailler. Et ça, j'en suis conscient. Et pourtant, j'ai bossé. Et pourtant, j'ai travaillé à l'hôpital. Et pourtant, jamais je n'ai eu l'impression, quel que soit mon boulot, de travailler tellement j'étais passionné par ce qu'il fait, par ce que je faisais. Voilà. Et c'est ça, prendre le pouvoir de sa vie, c'est on ne m'impose, on ne m'a jamais rien imposé à part de passer mes examens. Que tu as brillamment réussi au final. Merci beaucoup Michel. Merci Louis, merci top. Docteur. C'est vrai que je t'ai même pas appelé docteur. Je m'excuse parce que c'est quand même. Ouais, je te remercie. Tout le monde m'appelle docteur. Pour avoir oui, mais tout le monde m'appelle docteur. Appelle-moi Mimi, ça ira. D'accord. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Eh bien, écoute, moi je suis sur Insta et sur TikTok. Donc il y a mon compte officiel Michel Simès. Il y a les comptes Dr Good parce que je travaille beaucoup sur le développement de cette marque digitale. Et on a un magazine aussi, donc vous allez sur Dr Good, TikTok et Insta, et puis si vous voulez compléter tout ce que tu m'as gentiment posé comme question, Rien n'est impossible chez Stock, un livre qui est sorti il y a 1 an où
je me raconte beaucoup quand même, chose que je ne voulais pas faire avant. Et puis je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir aider des gens avec tout ce que j'ai vécu. Merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et puis j'espère à très bientôt. Merci à toi, Louise.